Est-ce qu'il y a encore des questions pour M. Ali Gandouche? Zijn er nog vragen van meneer Gandouche? Moi, je voudrais seulement poser une question. En fait, pourquoi les médias occidentaux ne parviennent pas à un petit filet de ce qui se passe réellement en Syrie, mais par contre, quand il y a quelqu'un de l'opposition qui a été tué ou massacré ou je ne sais pas quoi, alors là, on en parle et on fait des pages et des pages. Comment vraiment arriver à ce qu'on soit objectif et à ce qu'on soit neutre comme médias? Ça, vous êtes des journalistes ou bien des médias. Comment est-ce possible qu'on en parle réellement, qu'on dise la vérité et que cette vérité se fasse entendre? Je vous dis une chose. Depuis les événements syriens, il y a 146 médias, des télévisions, des journaux qui sont rentrés dans cette complot, dans cette mensonge. Depuis les événements en Syrie, quand je vois sur la télévision, chaque fois il y a l'État syrien qui tue son peuple, il fait ça. J'ai essayé d'envoyer des centaines de vidéos aux télévisions d'Artebef et j'ai montré, j'ai expliqué tout. Malheureusement, je n'ai jamais vu. Également, j'ai essayé d'envoyer des journalistes en Syrie, des télévisions. J'ai l'occasion d'envoyer Pierre Peccini là-bas, mais malheureusement, cette personne, il est complètement fou. Il voulait seulement les caméras et il voulait seulement les intérêts de l'argent. Et tout ce qu'il est parlé en Syrie, c'est fou parce qu'ils sont toujours à côté de leurs rebelles. Et personne qui était à côté de l'État syrien pour montrer la vérité. Et une fois qu'on montre la vérité, par exemple, j'ai envoyé l'équipe des VRT là-bas en Syrie. Quand Gilles Jacquier il est mort, le journaliste français, j'étais en direct avec le journaliste qui était là-bas, la télévision, la VRT. J'ai parlé avec lui, qu'est-ce qui se passe, il m'a expliqué qu'est-ce qui se passe en direct. Et je lui dis exact, est-ce que tu peux parler aux télévisions syriennes de qu'est-ce qui se passe là-bas? Je lui dis, parlez, qu'est-ce qui se passe? Tu ne fais rien du tout. Tu expliques qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que tu as vu dans tes propres yeux. Il m'a dit non, mon patron, il m'interdit. Je lui dis alors pourquoi tu es parti là-bas? Pourquoi tu m'as demandé de partir? Parce que chaque fois je vois dans son reportage des trucs fous. Quand j'ai expliqué à lui, il a dit oui, moi j'achète ce programme au BBC, alors j'ai publié. Tant que je ne suis pas là, je ne peux pas dire là qu'est-ce qui se passe. Alors il est parti là-bas, il a vu, il n'a rien parlé. Et après, il vient, quand il est retourné, après 2 mois, il m'a dit Ali, tu peux m'aider pour y aller en Syrie une deuxième fois? J'ai dit écoutez, je ne suis pas pigeon, pourquoi tu vas partir? Tu n'as rien montré, toujours tu montres l'opposant, tu montres qu'est-ce qu'il fait l'État syrien, qu'est-ce qu'il fait l'armée syrienne régulière avec son peuple. Alors pourquoi tu vas partir? Pourquoi je vais t'aider pour partir? Il a dit oui, je vais faire quelque chose, je vais montrer quelque chose. Qu'est-ce qu'il a montré? Il a montré 45 secondes des visites de l'hôpital militaire. C'est ça qu'il a montré. Parce que ils sont l'État de la communauté européenne, malheureusement, l'État de l'Occident, il est entré dans cette problème. Pourquoi les Français, les médias français, ils sont avec? Pourquoi tous les médias qu'on voit, ils sont avec? Pourquoi? Ils ont pris, soi-disant, les droits de l'homme, il s'appelle Rami Abdelrahman, ils ont pris celui-là comme information. Et cette personne, qu'ils ne savent pas malheureusement parler l'anglais. Avant, il a un magasin des night shops. Et après, il a travaillé avec Rafat al-Assad, le frère du président Bachar al-Assad. Et maintenant, il est volé, parce que quand il travaille avec Rafat, il a volé les codes secrets dans tous les sites. Alors il commence à travailler tout seul. Il travaille tout seul avec 2 personnes et il ne parle pas lui l'anglais comme il faut. En plus, cette personne, regardez, il couvre les superficies de la Syrie, 187 000 carrés, la Syrie. Il couvre tout. S'il y a un mort à la fin dans le frontier, il y a un mort ici, il y a un mort ici. Et ils ont travaillé 2 personnes dans cette bureau. Je ne comprends pas comment les médias occidentaux
qu'il coûte cette personne, parce que quand on regarde, quand on cherche, on voit, c'est dans les complots qu'on doit faire, qu'on doit montrer l'État syrien, ils sont des méchants, ils voulaient tuer tout le monde, on doit faire la démocratie en Syrie, on doit faire ça. C'est pour ça, malheureusement, même j'ai parlé avec une interview, Thierry Missal, il est sur la télévision syrienne, j'ai posé cette question. Il a expliqué, il a dit, moi c'est interdit que je parle dans un média français, je suis français. Il est interdit, parti aux États-Unis. Il a mis dans les listes noires parce qu'il a dit, soi-disant, le 11 septembre, c'est un fou, c'est les États-Unis qui ont fait ça. Mais c'est vrai. Regardez, ils ont tué Ben Laden maintenant, pour terminer les Qaïda, et ils ont fait les branches, Jabhat al-Nasra, c'est la même chose, c'est le Qaïda. Maintenant, on a trouvé notre fantôme, on va faire une guerre contre notre fantôme. Je voudrais quand même ajouter encore quelques mots. Pourquoi les médias ne publient pas toutes ces nouvelles? C'est d'abord, il y a les agences de presse, qui sont presque tous aux mains des différents gouvernements, pas nécessairement totalement, mais ils donnent beaucoup de subventions. Il y a l'agence Reuters en Grande-Bretagne, l'agence France Presse en France, même en Belgique, il y a Belga, qui vivent ou survivent grâce aux subventions. Et donc qui filtrent les informations qui sont disponibles, ils suivent la direction de différents ministères, de différents services d'information, etc. Donc, on remarque même ça aussi du côté de la presse partout, en Grande-Bretagne, en France, en Belgique. C'est ce qu'on appelle, c'est une tendance qui a vu la lumière début des années 90. Moi, je sais très bien, parce que j'ai travaillé 30 ans pour le journal de Standard. À certains moments, on nous disait ouvertement, il faut être mainstream. Donc, ça veut dire, c'est un mot qui explique, vous devez écrire ce que tout le monde dit, il faut suivre. On n'a plus besoin d'opinions indépendantes ou de vérification vraiment. Et aussi les propriétaires des journaux dépendent aussi des subventions de l'État belge, de l'État français, n'était-ce que pour distribuer les journaux. Et aussi, s'il y a des choses à vendre, des armes par exemple, on ne veut pas rater le coup. La Belgique est un exportateur d'armes, pas tellement grand, mais quand même, ça rapporte de l'argent. Et une fois que les grandes institutions, l'Union européenne, l'OTAN et les différents gouvernements ont pris une position sur la question syrienne, tout le monde est invité à suivre cette ligne dans la presse, la radio, la télévision, les grandes agences de presse. Ça, c'est le fond du problème. Il n'y a plus d'indépendance, il n'y a plus de liberté journalistique, c'est ça. Bien. On ne peut pas dire la vérité, il y a trop de gens qui regardent. Oui, non, on ne veut pas dire la vérité. Non, mais c'est vrai, disons... c'est interdit. Il y a beaucoup d'opportunistes au journalisme. Non, mais c'est vrai, on ne veut pas dire la vérité. La plupart des journalistes suivent les instructions scrupuleusement parce que autrement ça peut nuire à leur carrière. Ils suivent. Et pour les promotions, comme chef de la rédaction, etc. Alors, si vous ne suivez pas, vous n'avez pas de moyen d'avancer dans la carrière, c'est ça. Et aussi, il y a beaucoup, parce qu'on n'est plus des journalistes indépendants, il ne faut plus rien savoir. Il faut justement noter ce qu'on vous dit. Enfin, dans le temps, j'ai commencé fin des années 60 et ça a duré jusqu'aux années 90. Là, à ce moment-là, on a poussé le journalisme indépendant, au journal de Standard, je sais très bien, j'étais là. On pouvait écrire ce
qu'on voulait, mais on ne pouvait pas écrire des bêtises ou des stupidités. Ça veut dire que toutes les faits dans l'article devaient être vraies, contrôlables. Les opinions, ça c'est autre chose, mais quand même. Et à ce moment-là, 90 à peu près, ça a complètement changé. On ne voulait plus de journalistes indépendants. Moi, j'ai acheté toute une bibliothèque de livres sur le Moyen-Orient, entre autres, et je disais, maintenant, on ne demande plus ça. Et aussi, les journalistes aujourd'hui sont moins payés que dans notre temps. J'ai calculé une fois, les gens qui commencent maintenant leur carrière de journaliste, ils gagnent 30% moins que moi au début. C'est vraiment incroyable. Donc, ils ont tout intérêt à se taire et à suivre les consignes. Et ça, c'est un grand problème. Il y a toute une structure, on parle de presse libre, mais en fait, la presse dépend de subventions d'État et en contrepartie, ils sont payés de suivre et les directeurs des journaux, bien sûr, ce sont les dividendes qui en dépendent. Donc, on fait tout pour empêcher un journalisme indépendant. Et ça, c'est le grand problème. Ja. Excusez-moi, ik sta aan Nederlandais, maar ik zat ook in het verhaal uit de praktijk dat ik persoonlijk heb meegemaakt. Ik wil er naartoe voor de situatie van de journalist in de Belgische pers. En dat is daarna zeker in alle landen in onze omgeving. Dus op een bepaald ogenblik had ik een artikel klaargemaakt over het optreden van Chinese veiligheidsdiensten in België die poogden iemand op te voeren, een Chinees. Achter de rug van de Belgische veiligheidsdiensten en de regering, onze regering. Dat is geplaatst op zeker ogenblik in knap met 2 minuten. Dat poogde te verhinderen vanuit de regering. Dat is geplaatst in knap en dat was mijn laatste artikel in knap. Vanaf Buitenlandse Zaken heeft men een ambtenaar gestuurd naar de hoofdredacteur van KNAP met de boodschap: die man mag niet meer schrijven op KNAP. En inderdaad, ik heb geen boek meer geschreven. En dat ging dus niet over een Belgische optreden, dit ging over Chinese veiligheidsdiensten die in België poogden iemand te opvoeren die politiek asiel had gekregen. Toen Patrick Monton, toen directeur van Buitenlandse Zaken, zei tegen Sus Verleij, François Verleij, hoofdredacteur van KNAP, van dan buiten, François Verleij heeft het gesprek toegegeven. En ik weet van andere bron dat ik inderdaad toen persoon aan mijn raad ben geworden bij KNAP. Dat is de situatie van de Belgische. Ik werk wel nog voor andere plaatsen enzovoort, maar ook allemaal niet zo. Je ne sais pas si vous avez compris, mais il a raconté une histoire d'un article qu'il avait publié dans un magazine CNAC, un magazine en langue néerlandaise sur la Chine. Et alors il y a un diplomate qui est intervenu auprès du directeur en chef et depuis il n'a plus jamais rien publié dans ce magazine-là. C'est comme ça que ça marche. Bien,